Comment est-ce qu'on peut voir le libre arbitre influencé par nos fonctions cognitives? Comment est-ce que notre compréhension du libre arbitre et notre capacité à faire des choix va définir notre capacité à guérir? Dans le cadre des relations amoureuses, est-on vraiment décisionnaire quant à notre partenaire? Est-ce qu'on va réellement avoir la capacité de choisir avec qui on s'engage? Ou bien est-ce que tout n'est que vaste fumisterie? Et des cas de cannibalisme. C'est-à-dire que tu avais des mecs qui bouffaient des gens, de la chair humaine et qui buvaient du sang. Et on est au fin 18e siècle, en France, à Paris. Voilà, siècle des Lumières, Rousseau, tout ça, tout ça. Je vois une Lamborghini avec un mec et deux femmes russes. Je veux la Lamborghini et les top modèles russes. C'est ça, Eni. C'est je vois et après je veux. Est-ce que l'on peut dire que l'on connaît réellement son ou sa partenaire, alors que à chaque fois que l'on communique avec elle, lui, on fait en sorte de tout voir, tout comprendre au travers de notre propre prisme de compréhension? L'ego. Question difficile. Mesdames, messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une thématique des plus passionnantes que l'on retrouvera dans les pires sujets de philosophie qui feront trembler de terreur nos chers amis du baccalauréat, mais à la fois un sujet qui passionnait tantôt Rousseau au siècle des Lumières par une idéologie que l'on considérera aujourd'hui comme négationniste. Effectivement, on va parler non pas de la traite des Noirs, mais du libre arbitre. Le sujet du jour, donc, par rapport au libre arbitre, va nous amener à des réflexions contemporaines, d'un côté sur la psychologie archétypale de Carl Jung, comment est-ce qu'on peut voir le libre arbitre influencé par nos fonctions cognitives, s'il existe réellement, ça étant dit. Autrement, comment est-ce que notre compréhension du libre arbitre et notre capacité à faire des choix va définir notre capacité à guérir, d'un autre côté, avec l'ami Romain. Et enfin, dans le cadre des relations amoureuses, est-on vraiment décisionnaire quant à notre partenaire? Est-ce qu'on va réellement avoir la capacité de choisir avec qui on s'engage? Ou bien est-ce que tout n'est que vaste fumisterie? Aujourd'hui, nous allons décrypter cette notion tantôt idéalisée par les philosophes, mais qui en réalité n'est-elle pas une illusion? Messieurs, bonjour. Si vous voulez bien vous introduire, notamment en commençant par l'ami Yann. Bonjour Rémi, bonjour Romain, bonjour à tout le monde. Moi je m'appelle Yann Zamit, j'ai une chaîne YouTube sur la psychologie analytique jungienne. Donc ça parle d'archétypes de personnalité, de comment vous vous comportez en société, comment se comportent les autres avec vous, de relations amoureuses, de compréhension fine de sa personnalité pour pouvoir performer, réduire son anxiété, faire en sorte d'être plus heureux, trouver son métier. Donc je parle de psychologie et de tous les outils qui permettent de faire en sorte que vous soyez, mieux dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Fort bien, merci. Encore une fois, bien sûr, sa chaîne sera en description. Sur Romain. Bien le bonjour, messieurs. Bien le bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Moi, c'est Romain. J'ai une chaîne YouTube qui s'oriente petit à petit sur la vulgarisation de concepts amenés par Carl Gustav Jung, car ce sont des concepts extrêmement intéressants qui ont été développés à force de traiter de la matière et également en se basant sur des sources plus anciennes. Cependant, ils ont le petit malus, on va dire, d'être relativement complexes et chiants à venir cerner. C'est pour ça que j'essaie de les rendre un peu plus fun et compréhensibles. Excellent. Dont la chaîne sera, encore une fois, bien évidemment, en description. Quant à moi, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis Rémi, expat charmant, qui navigue à travers les pays pour découvrir les cultures, la culture du dating principalement, les relations hommes-femmes, et tout cela au travers d'un prisme principal, la psychologie comportementale et cognitive. Comment demoiselles et damoiseaux de tout pays réagissent face à leurs blessures d'enfance. Et au travers de ça, faire en sorte de mieux se comprendre, mieux se connaître, mieux s'aimer, pour ne plus dépendre de la validation externe et enfin déployer ses ailes pour s'envoler vers un avenir idéal. Commençons donc par le commencement. Monsieur Yann, est-ce que d'un point de vue déjà donc archétypal, en termes de fonction cognitive notamment, en commençant par quelque chose de relativement simple que tout le monde peut comprendre, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, comment est-ce que notre capacité à choisir, à prendre des décisions,
va être influencé par nos fonctions cognitives ainsi que leur attitude. Bien sûr. Alors, dans le cadre du libre arbitre et des choix, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je pense que Rémi, tu parleras peut-être de l'aspect plus blessure et Romain de tout ce qui est l'inconscient. Moi, je vais parler juste pour le moment des archétypes de personnalité. Il faut savoir qu'il y a 16 personnalités, donc qui correspondent à l'ensemble de la population. Donc, vous avez chacun, vous qui regardez ce podcast et vous qui êtes ici, une personnalité. Et il y a un ensemble de fonctions cognitives. Vous avez quelque chose qui s'appelle 8 fonctions cognitives qui régissent, comme je le dis souvent dans les podcasts, votre sens, votre émotion, votre capacité à être logique, rationnel, ce que vous voulez dans la vie, les intentions des autres, votre capacité à être connecté à vos émotions, toutes ces choses-là. Et donc, suivant les individus, les gens vont avoir différentes fonctions cognitives et différents placements, donc suivant la personnalité. C'est-à-dire si vous prenez par exemple un INFP, qu'on appelle aussi guérisseur, c'est des archétypes qui sont beaucoup plus dans leurs émotions, leurs feelings, et qui sont très aware, donc très conscients de ce qui peut se passer dans le futur. Si vous prenez un INTP, ces archétypes sont plus logiques. Donc, le placement de ces fonctions cognitives va réagir et va régir le comportement d'un individu. C'est-à-dire qu'au sein de vos archétypes, si vous prenez un ensemble d'INFP, un ensemble d'ISTP, donc un ensemble d'individus du même archétype, vous verrez qu'en fait, ils ont les mêmes comportements parce que leurs fonctions cognitives sont relativement similaires. Donc, vous aurez quand même une attitude générale des comportements qui seront similaires si vous prenez un ensemble du même archétype. Après, évidemment, ce qu'ils vont vouloir faire dans la vie, toutes ces choses-là, ça va premièrement être déterminé par la fonction, donc on pourrait relier au libre arbitre, entre guillemets, qu'on appelle la fonction NI, qui est la fonction liée à l'intuition introvertie. NI, l'intuition introvertie, c'est quoi? C'est ce que je veux dans la vie, c'est what I want. Ce que je veux faire ça, je vois ce truc, j'ai des objectifs, j'ai une vision claire de mon futur. C'est ce qu'on pourrait relier au libre arbitre. Et il y a des archétypes comme par exemple les INTJ, les ESTP, les ISTP qui ont un NI plutôt puissant, et des archétypes, comme on pourrait prendre par exemple un archétype assez féminin, les ISFJ, les ESFJ, qui sont les archétypes les plus représentés chez les filles, donc on appelle ça et les défenseurs Et et les sauveteuse. sauveteuses. Merci à toi Rémi. J'utilise tellement les lettres que j'en oublie les noms des fois, qui sont des archétypes qui ont un NI beaucoup moins puissant, donc ils seront beaucoup plus connectés à ce que les autres veulent. Et donc, pour elles, le fait d'avoir une volonté de savoir précisément ce qu'elles veulent dans la vie, c'est plus compliqué. Donc le libre arbitre va globalement dépendre de cette fonction liée à l'intuition introvertie, également de comment s'orienter les fonctions cognitives, globalement. Si vous êtes depuis tout petit dans votre, feeling, dans l'intuition, vous aurez une expérience de vie qui sera totalement différente de quelqu'un qui est, dans la logique et dans le fait de créer des choses dans le présent. Et cet ensemble va, forcément faire en sorte que vous ayez un fil de vie, une direction, différente suivant votre personnalité. Ok. Ok. Bon, là, c'est beaucoup de théories, des choses qui relativement sont concrètes pour ceux qui s'y connaissent un petit peu quand même en termes de fonction cognitive. Comment est-ce que tu lirais déjà du coup cette fonction NI et l'utilisation de cette fonction NI à la capacité de comprendre les différents choix qui s'offrent à nous et en fait à décider de notre plein gré des choses plutôt que de se faire influencer par les circonstances, si c'est le cas, bien sûr. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est, c'est là la puissance et le piège de NI, c'est que la fonction NI est reliée à quelque chose qui s'appelle SE. Donc vraiment pour simplifier pour les gens qui comprennent absolument rien aux fonctions cognitives, NI, c'est ce que je veux, c'est what I want, mon désir propre, et SE, c'est ce que je vois. C'est-à-dire qu'un utilisateur de NI, SE, qui sont des fonctions cognitives qui sont reliées, on appelle ça un axe cognitif, va voir des choses et va les vouloir. Je donnais le fameux exemple dans ma vidéo que j'avais fait sur NI. Je vois, une Lamborghini avec, un mec et 2 femmes russes. Je veux la Lamborghini et les top modèles russes. C'est ça NI, c'est je vois et après je veux. Puis il y a vraiment une liaison et plus quelqu'un aura un NI fort,
plus il voudra des choses, en fait, de manière précise et il aura une vision sur son futur. Et c'est ce qui est opposé à une fonction cognitive qu'on appelle NE, donc qui est un peu toutes les possibilités, tous les chemins possibles. Un utilisateur de NE, lui, n'aura pas une vision précise sur son futur, un peu comme un laser. Un utilisateur de NE verra un petit peu des fils et différentes opportunités. Il sera plus à voir les opportunités, alors qu'un utilisateur de NI sera beaucoup plus focus sur ce qu'il veut. Donc en fait, les 2 sont influençables. Un utilisateur de NI va voir quelque chose devant lui et il va le vouloir, alors qu'un utilisateur de NE va voir toutes les opportunités et saisir l'opportunité. Donc en sorte, on pourrait dire que quelqu'un qui voit un peu toutes les opportunités, toutes les fils, toutes les choses qui se présentent à lui, aurait peut-être plus un plus grand libre arbitre, en quelque sorte. Mais cette personne sera moins capable de choisir. Donc cette notion du libre arbitre va vraiment dépendre de ses fonctions cognitives. Et après, ce qui est relié aux fonctions cognitives, histoire que vous compreniez. Donc il y a 8 fonctions cognitives et c'est pas j'expliquais simplement dans la vidéo que plus vos fonctions cognitives sont hautes, plus elles sont puissantes, plus elles sont utilisées souvent, mais également leur placement va faire en sorte de changer votre comportement. Il y a certaines fonctions cognitives que vous pouvez avoir en peur, c'est-à-dire qui, créent de la peur chez vous, des fonctions qui créent de l'anxiété. Il y a des choses dont vous êtes complètement enfin, pas du tout au courant et donc forcément, ça va influencer vos comportements et moins vous êtes développé, plus vous êtes victime de vos peurs, de votre inquiétude, en quelque sorte, qui est quelque chose de sous-jacente que vous avez tout le temps en vous, mais qui est léger. Alors que la peur, c'est vraiment quelque chose qui vous prend aux tripes. Plus vous serez sensible à ce genre de choses, moins forcément votre libre arbitre sera en quelque sorte, poussé. Parce que vous serez victime, en fait, de vos conditionnements qui sont liés à votre personnalité et votre enfance. Intéressant, intéressant. Dans la manière que tu as de l'approcher, en fait, ça donne une piste de réflexion, en tout cas, qui m'est apparue. Je ne sais pas si ça paraîtra aussi à nos chers auditeurs, mais euh, là, de toute évidence, on peut voir qu'il n'y a pas un couple cognitif qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas, par exemple, SE-NI qui est meilleur que le SI-NE. NES. Ouais. Ouais, ouais, NESI, voilà ça. Ou l'inverse. Donc, moi, ça me laisse à penser que pour faire en sorte que on puisse obtenir les meilleurs résultats et atteindre un petit peu ce qu'on cherche à atteindre, qu'on soit en relation donc avec une personne qui a le couple opposé, qui a cette polarité, pour pouvoir donc pour que celui qui a le couple NESI puisse donner en fait cette vision, ce recul à celui qui a le SENI, et qu'à l'inverse, celui qui a le SENI vienne motiver celui qui a le NESI à agir par rapport à l'opportunité qu'il peut percevoir pour lui. Donc en fait, c'est quelque chose de, on pourrait dire, c'est collaboratif, non pas de la codépendance, mais une forme de collaboration entre les deux. Maintenant, dans la réalité des faits, à quel point est-ce que ça c'est envisageable et à quel point est-ce que ça vient impacter notre capacité justement de du libre arbitre, sachant que, l'on peut le voir, la capacité de décision individuelle reste partielle et pour l'un et pour l'autre. C'est intéressant ce que tu dis parce que dans ton cerveau, et ici on a tous les 8 fonctions cognitives, notamment elles ne sont pas situées dans le même ordre. Et donc ce qu'il va falloir dans ta vie, parce que forcément toi tu es soumis à des problèmes, moi je suis soumis à des problèmes parce que j'ai des fonctions cognitives qui sont présentes, mais d'autres qui sont pas du tout présentes, ce qui crée des problèmes inhérents, liés à ma personnalité. Et l'objectif, ça va être d'essayer de résoudre ces problèmes, si on veut avancer dans la vie. Parce que si tu résous des problèmes et si tu as une capacité à résoudre des problèmes, ça te permet d'être plus «tranquille» entre guillemets et d'avoir plus de temps pour réfléchir à ce que tu veux faire dans la vie, avoir une liberté de choix. Donc ce qu'il va falloir faire, comme tu dis, c'est se connecter avec des personnes qui ont, des fonctions cognitives opposées aux tiennes pour te donner en fait un accès à de la psyché et à différents types de psyché. Et c'est pour ça que c'est important de côtoyer différentes personnalités dans son quotidien, parce qu'en fait, ça donne accès à un nombre de fonctions cognitives différents, qui ont différentes puissances, des fois qui sont beaucoup plus puissantes que les tiennes sur certains aspects. Et donc ça te permet de, solutionner tes problèmes et d'avoir beaucoup plus de facilité à naviguer dans le monde. Et moins tu as de problèmes, par exemple, je sais pas si tu prends en compte, comment elle s'appelle déjà? La pyramide Donc de des Cartman. besoins. Ah Voilà, non, le pyramide de triangle de Maslow? Tu parles de pyramide quelle? de Maslow. Exactement, ouais. Pyramide de Maslow. Au début, bah, bon, si tu pas bouffé, si tu si tu pas de l'eau, enfin, ton libre arbitre, bon, ta capacité de choix, c'est juste, manger, boire, survivre et plus tu montes dans la pyramide de Maslow, plus tu as entre guillemets
du choix et du libre arbitre et un éventail des possibles sur, ce que tu peux faire. Et comment tu fais pour monter dans la pyramide de Maslow? Il faut que tu aies accès à d'autres psychés, pour en fait pouvoir, protéger tes zones d'ombre, tes zones d'inconnu, ton anxiété, toutes ces choses-là. Je te donne un exemple. Il y a pas longtemps, j'étais avec un ENFJ, donc un sage, un mentor, qui a la fonction cognitive FE qui correspond au fait de donner des bonnes émotions, qui comprend tout ce qui est les concepts d'éthique et qui a des compétences sociales très poussées. Parce que il a une fonction cognitive en héros qu'on appelle FE. Et moi, en tant que bon ISTP, j'ai FE, peur. En fait, le fait d'être avec ce gars-là, il me fait prendre conscience de certains trucs, tu vois? Pour te dire un peu le niveau entre un ultra extraverti et ce que ça peut donner avec un intro. Donc lui, c'est un gros extraverti et on était avec des gars qui sont tous introvertis et à un moment, le gars voit une fille, tu vois? Et la fille était plutôt mignonne et il nous dit: «Bah ouais les gars, enfin, si vous voulez lui parler, allez lui parler quoi». En mode, pas de souci quoi et il comprend pas le concept d'anxiété sociale que peut avoir un introverti. Et ça, c'est incroyable parce que c'est en mode, enfin, ce qu'elle a, à force de lui parler, de comprendre des choses, tu peux capter comment fonctionne sa psyché et ça permet de soigner un petit peu tes insécurités. Et quand tu soignes ton insécurité, forcément, tu es beaucoup plus, libre de faire, les choix que tu veux. Et lui, en retour, bah, il a un TI inférieur, donc il a peur de pas être logique, de paraître bête en société. Donc en se nourrissant de notre logique, à nous et de ma logique, bah, lui, ça le met plus en sécurité par rapport à ça. Donc tu as vraiment un lien entre les fonctions cognitives, entre les gens et ce qu'il faut faire, bah, c'est être soumis au plus de psyché possible pour pouvoir résoudre le plus de problèmes possible et plus tu résous de problèmes dans ta vie, plus tu as de capacité à faire des choix. Je me rappelle étrangement une discussion qu'on avait eue par rapport au fait d'appliquer la théorie des assiettes tournantes, s'exposer au plus de personnes possible pour Mmh. comprendre la psyché en question et faire en sorte derrière de pouvoir prendre les meilleures décisions parce qu'on s'est alimenté justement de la pensée des autres, ce que les rapports, sensations, etc. Donc, d'accord, intéressant. Donc, il y a cette notion d'aller chercher chez les autres dont on ne dispose pas soi-même pour faire en sorte de venir nous approvisionner et construire sur cette base-là, ou en tout cas renforcer nos fonctions cognitives qui de base seraient beaucoup moins utilisées, type les fonctions cognitives qui sont en position 5, 6, 7 et 8, qui sont dans l'inconscient, en fait. Même la 4, en réalité, celle de la fonction peur, c'est du même acabit. D'accord. Dans ce cas-là, quelle recommandation tu aurais à donner justement pour quelqu'un qui souhaite être plus à même de prendre des décisions par lui-même, et cela n'en dépend de ses biais cognitifs naturels. Quelque chose de relativement simple à implémenter comme ça au quotidien qui pourrait l'aider en fait à plus facilement prendre conscience des moments par exemple où il fait la projection entre autres ou autre pour sortir un petit peu de cette chaîne de biais cognitifs et donc de ces cycles pour prendre des décisions qui sont réellement éclairées. Alors, premièrement, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que tout le monde est biaisé. Moi, je suis biaisé, Même tu es toi, biaisé, tout le monde est biaisé. Exactement. même moi, Oui, toi je n'y aussi. crois pas. Non, non, j'y crois pas. OK. Tout le Les monde est ESTP ne sont pas biaisé, biaisés. mais à différents niveaux. C'est-à-dire que vous serez toujours biaisé, mais ce qu'il faut, c'est diminuer ses biais. Et vous êtes biaisé par quoi? Votre personnalité, vos peurs, votre anxiété, surtout votre zone d'inconnu. Également par le conditionnement, donc je pense que vous serez mieux à même d'en parler que moi, le conditionnement qu'ont eu vos parents par rapport à vous-même, votre éducation, les blessures qu'ils ont créées en vous. Donc vous avez un conditionnement général. Et donc ce qu'il faut faire, donc là on va juste se focus sur le libre arbitre, les objectifs, le fait de savoir ce qu'on veut. Il faut simplement que vous puissiez premièrement connecter avec des gens qui ont en fait les gens qui vont regarder ici la vidéo, il y en a 99 qui ne savent pas typer, mais intuitivement, vous avez déjà rencontré dans votre vie des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent, qui ont une vision, qui sont en mode: «Je veux faire ça, ça, ça», qui sont carrés sur ce qu'ils veulent. Donc si vous êtes un peu perdu dans vos vies, vous ne savez pas quoi faire, allez voir ces gens. Si vous êtes plus du style à par exemple, si vous êtes un ISTP, à vouloir des choses tout le temps: «J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça»,
oh, ce mec fait ce truc, je vais faire ça pendant une semaine, puis après je vais changer. Il faut que vous soyez entouré de gens qui savent exactement ce qu'ils veulent faire dans la vie, qui ont leur vision et qui ne changent pas, ou qui ont un NI très puissant, et également des personnes qui ont un NE. En fait, le fait d'avoir ces différents gens autour de vous, ça va vous protéger, premièrement, et ça va vous permettre de vous renforcer et de vous rassurer. Donc c'est être entouré de gens qui ont une bonne intuition sur un peu ce qui va se passer, donc qui sont des utilisateurs qu'on appelle des utilisateurs de NE, donc des personnes souvent qui vous disent: «Ah tiens, tu as fait ça, il va se passer ça» ou «J'ai l'intuition qu'il va se passer ce truc». Hem, c'est des gens qui ont la fonction cognitive NE, c'est quelque chose d'assez, particulier qui est lié un petit peu à l'abstrait, au domaine des possibles, et ces personnes auront souvent voilà, ils feront ils auront une façon de rêver particulière, ou bref, enfin, c'est les gens qu'on pourrait qualifier de bizarres. Voilà, donc allez avec des gens bizarres qui ont la fonction NE, vous le considérez comme bizarre parce que vous ne comprenez pas cette fonction cognitive, et également aller avec des gens qui sont un peu, têtus, qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, qui ont une vision, et en vous entourant de ce type de psyché, ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de vision. Voilà, et sinon, pour avoir être quelque chose qui s'appelle un libre arbitre, savoir ce qu'on veut dans la vie, je vous conseille juste de prendre un cahier et de noter vos objectifs. Comme ça va travailler votre vision, en quelque sorte. Donc voilà ce que je peux te dire, Rémi. Après, évidemment, ça dépend de la personnalité et de la personne, que vous avez en face. Si c'est un INFP, si c'est un ISTP, si c'est un INTJ, bah, ça va pas forcément être les mêmes conseils, quoi. Et là, ce que j'allais te dire, noter ses objectifs sur papier, savoir ce qu'on veut quand on a la fonction NI en position démon ou inconnu, donc en septième ou huitième position, enfin huitième, septième. Si on est un ISTJ, par exemple, si on est un archiviste, on peut pas lui demander ce qu'il veut faire, lui. Bah, ce qui peut, c'est ça peut, l'entraîner, il peut s'entraîner en notant ses objectifs. Après, l'idée, c'est que moins vous avez un NI développé, donc plus vous avez moins conscience de ce que vous voulez dans la vie, plus il va falloir que vous fassiez des check-up avec des gens qui ont un NI puissant. Je prends l'exemple de quelqu'un, je ne vais pas citer, qui a commencé un programme de musculation, vraiment pour devenir musclé, et cette personne a demandé au coach, donc un ISTJ, ah oui, je veux devenir plus fort. Et moi, j'ai appelé cette personne, je connais bien, et je dis, mais c'est complètement débile. C'est complètement débile. Tu fais un programme de musculation pour prendre en muscle, pour être plus attirant auprès des filles, tout ça. C'est cool de gagner en force, mais genre prioritairement, focalise-toi sur la masse musculaire. Parce que c'est ce qui aura le plus d'impact sur ta confiance en soi, ton estime de soi, ces choses-là. En fait, il voulait quelque chose, mais il voulait pas forcément la bonne chose. Enfin, donc pour moi, ça semblait pas efficient, Cohérent. tu vois, de se Mmh. focaliser sur le gain de force plutôt que le gain de masse musculaire. Donc, ce que doit faire l'utilisateur donc, de NE, qui ont un NI très faible, notamment ceux qui ont NI dans fonction inconnue, la fonction démon, c'est-à-dire soit qui ne savent pas ce qu'ils veulent, soit qui veulent des choses mais qui se flinguent eux-mêmes leurs propres opportunités, c'est faire des check-up. Est-ce que je veux la bonne chose? Bah voilà, je vais demander aux autres. Je n'ai pas l'habitude de savoir ce que je veux, je ne sais pas ce que je veux. Quand je veux faire quelque chose, je demande aux autres. Et les autres sont à même de me dire par rapport à moi, parce qu'ils me connaissent, c'est mes amis, c'est ma famille, c'est des gens qui me connaissent bien, qui veulent mon bien, ce que je peux vouloir dans la vie. Donc ça, comme je peux donner comme conseil, c'est de faire des check-up à chaque fois. Ok, très clair. Donc faire appel à un ami, le joker un petit peu, quand on ne sait pas ce qu'on veut. Euh, ouais, effectivement, ça rappelle un petit peu le fait de reléguer, de déléguer plutôt, son libre arbitre à quelqu'un qui est mieux capable que nous de décider, tant qu'on n'a pas développé justement cette capacité à comprendre ce qu'on veut réellement, jusqu'au moment où on le comprend réellement, et ensuite on peut reprendre, quoi. Et Bah pour ça, ça demande quand même de lâcher prise, qu'on se le dise. bah, totalement, et d'être humble, et ça évidemment, ça passe de mon côté, et ça doit passer par les gens, par la compréhension qu'il y a différentes personnalités. Moi, par exemple, je peux paraître avoir un gros ego comme ça, on me l'a déjà dit quand je fais des vidéos, ça donne l'impression, parfois Non, non, que j'envoie chier tout le monde, tu vois? Non, 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 non. tu parais pas, c'est le cas.
Ah d'accord, OK, merci à toi Rémi. Et donc ce que je voulais dire, voilà, pour faire descendre Rémi, moi j'ai pas de fonction cognitive NE, c'est-à-dire ce qui peut se passer, projection du futur, des fois ce que je peux faire sur le long terme, j'ai du mal à voir ça et du coup je vais voir des utilisateurs de NE, des ENTP, des ENFP et je leur demande et quand ils me donnent un conseil, j'écoute leurs conseils. Parce que je sais qu'ils sont plus à même que moi de m'aiguiller sur cette voie. Pourquoi tu ne demandes pas aussi aux ESTP qui ont un NE démon? Ils peuvent t'aider eux aussi. Des fois je vois des bêtises que tu fais. Co- Moi? Oui. Donc j'évite de te demander. Des bêtises? Non, non. Heu, Non, non. C'est soit tu gagnes, soit tu apprends. Pas de bêtises qui tiennent. Effectivement, c'est une belle mentalité. Au pire, tu détruis quelques personnes sur le passage, mais écoute, s'ils sont détruits, c'est parce qu'ils devaient l'être. C'est NE démon quoi. Dixit. Dixit, ça c'est vraiment, c'est une quote du gouvernement américain après la guerre au Vietnam, tu sais. Non, sérieux? Ah, Non, c'est mais non, c'est horrible. une blague. Mais imagine, s'il fallait se faire détruire, il fallait se faire détruire. Bon, attends, Koweït, invasion. Mais non, mais attends, s'ils perdent, c'est de leur faute. Tout va bien. Ça rappelle, genre, c'était un mème comme ça en mode vous avez du pétrole, enfin, un pays qui a du pétrole, les États-Unis. Bravo, vous allez être sauvés. Ne résistez pas. Genre, c'est vraiment. Bon, bref. Ok, donc libre Ouais, arbitre, pas libre arbitre, mais effectivement, quand tu es un petit pays et que tu dois résister contre la superpuissance américaine pour garder le contrôle, plutôt que de te faire prendre de partout et créer un chaos à l'échelle nationale, c'est un petit peu compliqué d'avoir son libre arbitre. Donc, quand on regarde à l'échelle d'un groupe, c'est plus compliqué justement d'avoir le libre arbitre que à l'échelle d'un individu. Donc ouais. maintenant, Et si tu veux, vas-y. si je peux juste, remettre un point sur ça, l'échelle du groupe. Hmm. J'ai commencé à lire récemment, relire un livre que le premier livre de développement personnel que j'avais lu. Et non, c'était pas, «Comment se faire des amis» ou «Réfléchissez, devenez riche», c'était les 4 accords Toltec que Hmm. j'ai, recommencé hier et il parle du concept de narratif et d'histoire. En fait, à Tiens. l'échelle d'un pays et d'une famille, d'un pays, d'un groupe, tu as toujours des histoires, des narratifs et tu as tous ces narratifs qu'entrent en jeu, c'est-à-dire ton comportement, comment tu dois être, ce qui est bien, ce qui est mal. Donc forcément, plus tu es sensible aux narratifs, donc sensible par exemple aux critiques, à ce que les gens vont te dire, hem, au conditionnement que tu as pu recevoir de ton enfance, moins tu auras le libre arbitre. Parce que tu seras sensible à quelque chose qui s'appelle les histoires collectives de ta famille, ta religion, le pays où tu es. Donc il faut faire attention à ça aussi, c'est, quels sont les conditionnements et surtout, parmi les conditionnements, parce qu'on a tous accepté un nombre de conditionnements, tu dis oui, tu dis non, il faut les remettre en question. OK, est-ce que ce truc, je l'ai accepté volontairement? Est-ce que ça me fait du bien, ça me fait du mal? Et du coup, il faut faire vraiment un travail interne de l'introspection par rapport à ça. Et rien qu'en faisant ça, tu te rends compte de pas mal de trucs et ça te permet d'augmenter ta «liberté de choix» entre guillemets. Ça, tu vois, en psychologie comportementale, c'est quelque chose qui est appelé le script culturel inconscient, qui est en fait la programmation que tu reçois selon ta culture, selon le type de culture. Trois grands que j'avais nommés dans une vidéo précédente, c'était culture asiatique, culture méditerranéenne et culture occidentale. Et on peut voir justement les grandes différences, notamment les types de blessures que vont avoir les enfants et aussi la manière d'agir à l'âge adulte, c'est-à-dire un comportement plutôt évitant, plutôt anxieux, etc., dans le détachement, entre autres. Bref, plein de conditionnements qui effectivement vont déterminer aussi ta capacité, bien sûr, à guérir, en fait, facilité plutôt à guérir, disons, les actions que tu auras à faire, mais aussi dans la manière que tu vas avoir d'interagir. Par rapport à ce sujet, Monsieur Romain, il me semble que vous avez étudié un livre imbitable qui s'appelle Psychologie des foules de Gustave Le Bon, il y a déjà quelques temps. Euh, pour revenir et continuer sur le sujet justement du libre arbitre à l'échelle d'un groupe, et pour après revenir donc à l'échelle plutôt micro, donc celle d'un individu et même dans le psyché individuel, donc les différentes énergies archétypales, comment est-ce que déjà tu pourrais
on va dire, mettre en lumière la capacité ou l'incapacité de disposer du libre arbitre à l'échelle d'un groupe, d'une communauté plus ou moins grande. Oui. Déjà, dans Psychologie des foules, qui est donc un livre écrit par Gustave Le Bon, qui a une capacité, qui a eu en tout cas une capacité d'observation, de compréhension assez pointue vis-à-vis au comportement d'une foule, un petit peu cette passion de la science empirique que pouvaient avoir les hommes du 19e siècle. On va venir commencer par définir ce que c'est qu'une foule. Une foule, ce n'est pas un rassemblement d'individus, lambda dans une situation, au hasard. Une foule, ça va être un regroupement de plusieurs personnes qui partagent des caractères en commun. Ces caractères peuvent être une émotion, une, une idée dans le sens volonté, désir, du NI, ou un u une opinion, un ensemble de croyances. Et quand ces personnes-là sont en groupe, sont ensemble, c'est comme si leurs émotions, leurs volontés ou leurs croyances allaient se mettre en cohésion pour former une nouvelle entité qui va transcender chacun des individus et créer ce que l'on appelle la foule. C'est pour ça que Gustave Le Bon va entre autres parler de l'âme des foules. Cette âme des foules va permettre les avancées, car l'histoire ne se rompt pas heu, d'une manière, en dans une assemblée quelconque, avec des gouverneurs ou des gouvernants, mais va se rompre tout le temps quand l'âme d'une foule va s'élever et va faire en sorte que le peuple marche dans une certaine direction. Cette âme de la foule peut s'élever soit parce qu'il y a des personnes qui ont intérêt à ça, qui connaissent les mécanismes et donc qui vont faire que cette âme s'élève, soit, on va dire, au hasard d'une situation, surtout s'il y a eu une certaine, tension vis-à-vis d'un groupement d'individus, ça crée de l'émotion, ça crée du réfrénement et donc ça finit par sortir et quand on est ensemble, on se sent suffisamment fort, donc on y va. On va dire, ce sont les 2 grands aspects qui engendreraient la création d'une foule. La foule a donc ceci d'avantageux, c'est qu'elle va tout détruire sur son passage et donc permettre le renouveau. La foule a ceci de désavantageux, c'est qu'elle va tout détruire sur son passage et donc créer du chaos. Pourquoi donc ce désir qui donc existe en chacun de nous individuellement et qui, une fois mis en commun, va se réveiller? C'est parce qu'il va y avoir abolition de la morale étant les comportements appris, donc pour revenir sur le sujet de la culture qu'on abordait juste avant, donc appris pour qu'un groupe d'individus, c'est-à-dire une culture, puisse survivre, que les individus ne viennent pas se bouffer entre eux. Par exemple, se manger, en tant qu'humain, ce n'est pas moral, donc on ne le fait pas. Violer, voler, piller son prochain et cetera. Donc quand une foule se crée, il y a abolition de la morale, donc il n'y a plus aucune règle et juste de l'émotion. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc effectivement, deuxième aspect de la foule, s'il n'y a plus que de l'émotion, on revient à des comportements archaïques. On baisse en QI, donc on baisse en capacité d'analyser une situation et on fait n'importe quoi et on va juste aller dans une direction à partir du moment où cette direction est simple à suivre. Donc ça, c'est pour comprendre un petit peu l'aspect de la foule. Quid de l'individu qui constitue cette foule? Eh ben là, le libre arbitre walou. Walou, pourquoi? Parce que la force, la pulsion qui va sortir de ses entrailles, entre autres de son inconscient collectif, va être tellement forte, tellement puissante. Une pulsion inconsciente, n'émane pas de nous, de notre conscience, mais on peut que simplement la voir sortir, mais donc va être tellement forte, tellement puissante qu'elle ne pourra que sortir. Et même si on n'a pas envie qu'elle sorte, si on veut la réfréner, la stopper, on ne peut pas, parce que c'est un petit peu comme un geyser d'eau, même si on met sa main au-dessus du geyser, on part avec. On peut mettre sa main au-dessus du geyser si c'est un petit jet, c'est-à-dire si les composantes, les caractéristiques extérieures qui feraient que cette force sorte sont tellement limitées qu'elle va sortir à peine, mais quand tout est déployé, ça sort et ça explose. C'est-à-dire que sous l'influence de caractères externes
qui vont venir réveiller des pulsions archaïques, une force archaïque qui sommeille en nous, ou une force de notre inconscient personnel qui est notre mémoire propre et composée d'émotions que l'on aura réfrénées. Quand ces forces d'origine archaïque ou personnelle vont sortir, on ne peut que les laisser sortir. Et donc, notre libre arbitre explose complètement parce que notre conscience n'aura plus la force nécessaire pour déjà prendre une décision qui va aller dans un certain but du bien commun et surtout n'aura plus la force qui va permettre de réfréner cette pulsion. Là où on peut intervenir, c'est entre autres en ayant de la connaissance de ces sujets. Comme j'aime bien le dire, la lumière de la connaissance permet toujours de dissiper l'obscurité de l'ignorance. Donc, en ayant ces connaissances, une connaissance de soi, c'est-à-dire en faisant grandir sa conscience, donc les choses extérieures qui étaient auparavant inconnues qui deviennent connues, on va pouvoir comprendre ses propres mécanismes et en comprenant ces mécanismes, on va pouvoir les gérer avant que ce soit eux qui nous gèrent. Entre autres, en venant, déjà éviter d'être, dans des endroits où on sait qu'on va pas pouvoir résister, parce que ça demande de l'humilité certes, mais il faut prendre en compte qu'il y a des choses, en tout cas en fonction du niveau que l'on a personnellement vis-à-vis de sa capacité à maîtriser ses pulsions, il y a des triggers extérieurs, des déclencheurs extérieurs qui vont nous déclencher, donc ça va être les limiter au maximum et venir à dose médicinale très petite, s'auto-déclencher pour apprendre à gérer sa pulsion, à se gérer soi-même et faire en sorte que ces pulsions archaïques qui veulent sortir, sortent sur des choses constructives, matures et donc le faire de manière consciente. Un petit peu comme créer un appel d'air conscient pour que ça sorte et qu'on puisse venir le maîtriser. Donc à l'échelle d'un peuple, parce que plus la foule est grande, moins il y a de libre arbitre de l'individu. À l'échelle d'un peuple, c'est extrêmement facile d'exploser le libre arbitre et de l'anéantir. Le seul moyen de développer sa capacité tel un muscle, c'est déjà de devenir conscient de ces sujets-là et de le travailler soi-même. Par exemple, une foule assez connue, parce qu'une foule n'a pas forcément besoin d'être physique, mais peut passer par Internet. Parce que en fait, quand on va voir un humain, on va avoir les caractéristiques qui vont faire qu'on va projeter, la connaissance et tous les traits que l'on prête à un humain. Donc l'humain va exister dans notre psyché, même s'il est derrière un écran. Donc une foule qui est assez présente en ce moment, ça va être les foules qui vont être liées aux Jeux olympiques. Entre autres, les foules, par exemple, tout simplement les supporters qui vont venir supporter, heu, leur pays et qui vont venir clamer alors qu'ils sont gras, pleins de chips, bien dans leur fauteuil: «Allez les gars, bougez-vous, plus de nerfs, c'est parti!» et quand ils vont dire et quand ils vont gagner, on va dire: «On a gagné!» alors qu'eux n'ont littéralement rien fait, si ce n'est recevoir l'information audiovisuelle et tout ce qu'il y a autour, des jeux olympiques, c'est-à-dire, ce avec quoi on est d'accord ou pas d'accord, qui va donc créer des petites foules en fonction de ses idées, de ses opinions, qui vont faire: «Ah non, mais ça, c'est n'importe quoi, ça devrait pas être comme ça» ou au contraire: «Ah bah ça, c'est très, très bien, continuons dans cette direction». Voilà un petit peu pour l'aspect libre arbitre d'un point de vue foule. Tu as soulevé un nombre incalculable de sujets avec des références extrêmement calibrées. Déjà, un grand merci. Toujours aussi Avec plaisir. amusant d'entendre notre cher subconscient amuseur interagir avec le Oui. public. Euh, on rigole bien. Là, tu vois, ça m'a fait vraiment me dresser les poils du dos parce que j'ai eu une espèce de mini-réalisation comme ça de l'influence justement d'une culture sur la sexualité d'un individu, premièrement, et sur sa propension à consommer ou pas de l'alcool, par exemple. Donc, deux grands sujets, consommation d'alcool et sexualité, qui ont leur place notamment dans les pays occidentaux. Et comment on peut voir, par exemple, dans le cas de la sexualité, justement des comportements de plus en plus dépravés, qui sont de plus en plus normalisés, simplement parce qu'à l'échelle du groupe, c'est devenu cautionnable et on se veut être dans une politique, ce qu'on appelle niveau de conscience 6, une politique d'acceptation la plus totale sans remise en question des comportements donc nommés, par exemple des pratiques extrêmes, simplement en se disant mais non, mais chacun fait ce qu'il veut. Et plus on vient cautionner des comportements qui sont extrêmes, plus on normalise,
plus on va pousser la limite encore plus loin. Et là, on pourrait se dire, où est-ce qu'on s'arrêtera? Où est-ce qu'on s'arrêtera? Pour revenir sur un exemple moins douloureux et plus facile à traiter, celui de l'alcool, à l'échelle des Français ou même des cultures slaves, on pourrait dire, n'aime pas, culture japonaise, une culture qui est complètement basée sur le globe. Si on ne boit pas d'alcool, on ne fait pas de business. Donc il y a une pression absolue sociale, un impératif ultime, qui est de on doit boire de l'alcool entre personnes du business après avoir travaillé pour faire une longue journée, jusqu'à être bourré ensemble pour se dire on perd notre capacité à être conscient et on lâche prise ensemble, on est vulnérable ensemble de force pour accepter justement derrière de signer un document, faire du business ensemble. Voilà. Par preuve qu'on n'est pas capable, alors on a une énorme difficulté à se rendre vulnérable et à lâcher prise par soi-même et sans l'utilisation d'un billet ou d'un facteur extérieur. Ce qui est quand même relativement triste. Mais donc là, on peut voir vraiment comment le script inconscient d'une culture va venir influencer le script d'un individu et la manière de réagir à une situation similaire. Mais au-delà de ça, comment est-ce que des individus disposant du pouvoir, ça peut être des grandes compagnies qui font la publicité, ça peut être des ordres du gouvernement, vont venir progressivement au fil des années influencer le script culturel pour venir faire agir ou réagir d'une manière cohérente la foule. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ce sujet? Bah, déjà que c'est extrêmement intéressant, pareil, plein de points à soulever. Déjà, la première chose, c'est la fameuse fenêtre d'Overton. C'est-à-dire, c'est la capacité que va avoir un État à faire passer, quelque chose d'absolument impensable comme étant la norme. Le fameux cas, dont tout le monde parle parce que la page Wikipédia de la fenêtre d'Overton est tellement maigre qu'ils vont choper les ressources là où elles peuvent, c'est le cas du cannibalisme. Donc le cas du cannibalisme qui a été, longuement décrit par un Russe, je ne sais plus son nom, c'est un réalisateur russe qui fait des vidéos, en russe, d'une très bonne qualité et donc il expliquait en long, en large et en travers comment est-ce qu'on va faire que quelque chose d'impensable devienne la norme, avec dans toutes les étapes intermédiaires, en prenant donc une chose que tout le monde dirait impensable. Pourquoi? Parce que summum de l'immoralité, étant donné qu'il y a des strates dans l'immoralité. L'immoralité de base, c'est en gros, si on bute d'autres humains, on va mourir. Donc on ne fait pas ça n'a aucun sens. Et après, les strates les plus élevées, celles qui se font purger de temps en temps, ça va être des moralités liées à des endroits très spécifiques comme à des arrondissements très précis de Paris. Ou si l'on n'a pas la mèche sur le côté ou que sais-je de ces symboles, on n'est pas capable d'être reçu par les autres. Bref, donc le cannibalisme, on est normalement, d'accord pour dire: «C'est pas très bien». Cependant, on peut observer dans l'histoire, même chez des personnes civilisées ou chez des, même dans des civilisations, dans des cultures, dans des époques civilisées, des cas de cannibalisme et des cas de personnes qui, faisant sauter cette morale qui semble être la plus instinctive, ça ne peut pas tomber, ce n'est pas possible, on ne peut pas y croire, pourtant si, vont venir, être cannibales. C'est notamment le cas quand il y a eu le massacre des Tuileries, c'est-à-dire ce sont des soldats qui sont allés, massacrer toute la petite société, des Tuileries quand il y avait encore, Louis XVI, sa femme et ses enfants et on va avoir, bon, des cas de viol, c'est dégueulasse, c'est horrible, mais à la limite, on est dans le classique, on est dans l'original. Des cas, bon, de tuer, ça pareil, finalement rien de fou et des cas de cannibalisme, c'est-à-dire que tu avais des mecs qui bouffaient des gens, de la chair humaine et qui buvaient du sang et on est, fin 18e siècle en France, à Paris. Voilà, siècle des Lumières, Rousseau, tout ça, tout ça. Bref et donc comment est-ce qu'on en arrive à ça? Première étape, quelque chose est impensable et bien sûr, il faut qu'il y ait un but pour que les gouvernements ou en tout cas pour qu'à l'échelle sociétale, ça devienne une norme, entre autres, du business, par exemple. Donc l'exemple qu'il prend, ça serait vendre des produits, médicamenteux à base de chair humaine parce que, par exemple, ce serait moins cher, il faudrait aller récupérer les cadavres. C'est un exemple, fictif, mais c'est pour donner le ton. Et donc on va avoir toute une étape et toute une processisation où justement on va venir à chaque fois rendre le truc moins pire, moins pire, moins pire, moins pire, moins pire, jusqu'à ce que ça devienne la norme. Par exemple, première étape, c'est on va venir donner des références historiques, donner des références culturelles qui vont pouvoir excuser le cannibalisme, mais dans un cadre très précis. Parce on n'est pas en mode: «On l'excuse, c'est bon». Non, 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 on n'excuse pas, on n'excuse rien du tout. C'est juste, on peut comprendre qu'il y a eu du cannibalisme dans une fenêtre et dans un cadre très précis. À partir de ce cadre, on va venir en prendre les composantes et on va lui dire: «Imaginons, juste imaginons que ces caractéristiques précises
se retrouverait par hasard dans une situation actuelle. Non mais juste imaginons, qu'est-ce qu'on ferait? Ah bah, on deviendrait cannibale. Non, non, mais ne le soyez pas, juste on deviendrait cannibale, c'est une hypothèse. Ah bah oui, s'il y a ça, on serait obligé de devenir cannibale. OK, non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et après on se dit: «Non mais finalement pourquoi pas? Pourquoi pas tester? Pourquoi pas essayer?» C'est-à-dire que au-delà de ces caractéristiques, si la situation se présente, est-ce qu'on ne devrait pas être un petit peu préparé? Est-ce qu'on ne devrait pas un petit peu commencer, voilà, à venir taquiner, juste pour goûter dans un cadre très clos, très fermé? Donc on vient encore de prendre un autre niveau et à terme, on va venir prendre des ce qu'on dit des influenceurs, donc des personnes qui ont une grosse réputation populaire, auxquelles les gens accordent leur confiance et faire cheminer cette processisation mentale chez ces personnes pour qu'elles-mêmes acceptent le cannibalisme et demain, s'il y a une Angèle ou s'il y a, un Michel Drucker ou une personne de ce type-là qui devient cannibale, juste même pas cannibale, juste goûter. Parce que le mot n'est plus, on a changé le mot, ce n'est plus cannibale, c'est être ouvert d'esprit. Être voilà, un petit peu, c'est l'air du temps, c'est moderne, on s'amuse, que faire? On mange des humains. Ne faites pas ça à la maison. Très bien. Donc ils sont voilà, ce sont des gens ouverts d'esprit qui ont bouffé un petit peu de chair humaine comme ça et donc ils vont commencer à le répandre parce que bon, bah, finalement c'est pas si f c'est pas voilà, personne n'est mort, c'est pas incroyable, moi-même je ne suis pas mort, je suis plutôt même en bonne santé, petite protéine, voilà, on va pouvoir aller à la muscu tranquillou et du coup, bam, on vient de passer encore un step et après le dernier step, là c'est finito, exposition à la masse, le cannibalisme c'est bien, acheter ses médicaments faits à base d'humains. Et c'est comme ça qu'on rend une société cannibale. À partir de là, est-ce qu'on peut dire qu'on a un libre arbitre en tant que personne qui s'est faite influencer par, une approche très précise, très millimétrée, dans un but très précis? La question se pose. Est-ce qu'on est condamné à subir ce genre d'influence? Non, non, non. Au contraire, au fur et à mesure qu'on expand sa conscience, qu'on comprend, on peut devenir de plus en plus libre et donc augmenter son libre arbitre, bien qu'il y aura toujours, des choses, sur lesquelles on ne sera pas libre, mais en tout cas, on peut espérer, en travaillant, en évoluant personnellement, arriver à un stade où le moins d'influences externes, le moins de facteurs possibles vont venir nous influencer sans qu'on le sache dans nos prises de décision. Et donc venir un petit peu clarifier cette eau de la conscience qui était très trouble et venir à chaque fois la clarifier un petit peu plus pour qu'elle devienne le plus limpide possible. Voilà pour la petite aparté sur la fenêtre d'Overton. J'avais un autre truc à dire par rapport à la culture, mais je ne sais plus ce que c'était. Donc, donc on va dire que j'ai fini par rapport à ça. Ouais, je voulais juste rajouter quelque chose, Romain, parce que quand Rémi parlait de ça, ça m'a fait penser à quelque chose. J'ai été, soumis à un narratif récemment et je voudrais vous en faire part, histoire que, bah, les gens puissent comprendre. Parce que là, tu prenais un exemple assez hard comme le cannibalisme. Mais il peut y avoir des narratifs des fois plus subtils qui peuvent vous influencer, qui ne peuvent pas faire partie intégrante de votre vie, qui peuvent être un peu sur le côté. Moi, c'était je t'en avais déjà parlé, Romain, peut-être beaucoup moins à Rémi, mais c'était le narratif de l'intelligence artificielle et sur le fait que voilà, les progrès en intelligence artificielle sont incroyables, ça va très vite et histoire que vous compreniez, au niveau de l'intelligence artificielle, il y a 2 équipes, on va dire 2 teams qui s'entrechoquent. Tu as le camp des accélérationnistes, donc ceux qui veulent pousser le maximum les progrès de l'intelligence artificielle, coûte que coûte, peu importe ce qui se passe. Au point où il y a de ça quelques mois, il y avait Elon Musk en mode, en train de faire signer une lettre à des gens pour dire: «OK, calmez-vous sur le développement de l'IA, ça va trop vite». Voilà, après, il avait des intérêts, on va dire, particuliers à faire signer cette lettre, du style, le fait qu'il était, moins avancé avec, sa société, Tesla, donc il voulait rattraper le retard. Et tu avais en face le camp qu'on appelle, les doomers et non pas les boomers, qui sont des personnes qui veulent limiter au maximum les progrès de l'intelligence artificielle. Et moi, j'ai été vachement influencé par ça pendant l'espace de quelques mois, parce que c'était un peu la hype, l'IA hype, en mode, ça va trop vite, il va se passer plein de trucs. Il y a GPT-3 qui est sorti, 3.5, le 4 et maintenant que les progrès en IA justement ralentissent, je me rends compte vachement plus de ce narratif et que j'étais victime de ça. Et des fois, vous pouvez être soumis à des narratifs que vous vous rendez pas forcément compte, qui sont un petit peu sur le côté de votre vie, mais qui vous influencent quand même. Vous y pensez, vous dites: «OK, je vais prendre des actions par rapport à ça».
Moi, c'était justement par rapport à l'intelligence artificielle, dans par exemple le métier que vous allez faire, comment vous allez orienter votre vie. Bien que l'intelligence artificielle, ce soit quelque chose d'incroyablement utile, qui puisse avoir un impact positif dans votre vie, actuellement, on n'est pas encore au niveau où, bon, voilà, on peut tout faire, on peut soigner toutes les maladies parce qu'on a des cerveaux, ultra développés, en IA qui peuvent permettre de solutionner tous vos problèmes. Donc, il faut que vous fassiez très attention à ces narratifs et vous dire: «OK, je suis dans quel narratif? Je suis dans quelle équipe par rapport à ce narratif? Voilà, l'équipe que je considère les gentils ou les méchants, peu importe, où je suis positionné, qu'est-ce que pense le camp adverse?» Et ça vous permet d'être beaucoup plus neutre et d'avoir beaucoup moins de sensibilité émotionnelle. Et le dernier truc que je pourrais dire, c'est que quand vous êtes très sensible émotionnellement par rapport à un narratif en mode: «Oui, ça va exister, l'IA va nous sauver» ou «Non, l'IA va tous nous tuer». S'il y a une sensibilité, c'est qu'il y a un problème. Vous êtes un petit peu trop, engagé et donc forcément, ça va influencer vos comportements. Donc un petit peu, des fois, il faut se rendre compte de ce narratif et avoir un peu plus de neutralité par rapport à ça. Voilà ce que je voulais dire. Et là, une question qui s'impose, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais comment est-ce que tu peux te faire influencer à de tels sujets sans avoir un entourage qui justement tend vers un des camps? Et deuxièmement, euh, sachant que, quand je dis toi, c'est un individu, pas spécialement toi, je ne vais pas t'accuser, plutôt indirectement, comme ça tu ne te sens pas totalement attaqué. C'est plus rigolo comme ça. Du coup, je précise quand même, figure de style, pas une approche de rhétorique. Euh, du coup, ça. Et deuxièmement, sachant qu'on est nous-mêmes décideurs, en possession du libre arbitre, quant aux personnes qui nous entourent, nos amis, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit bien ses amis et sa partenaire. Alors, comment est-ce qu'il a été possible que tu te trouves justement influencé, encore une fois, par un narratif malgré toi? Sachant que normalement, on part du principe qu'en tant qu'individu, tu es un individu qui dispose du libre arbitre, qui a une connaissance de tout cela, donc dont l'entourage serait tendanciellement similaire en termes de manière de réagir au monde, donc une tendance à la neutralité et justement à prendre du recul par rapport aux choses. Comment est-ce que ça peut être le cas? C'est intéressant, je vais décrire un petit peu le principe et peut-être que, des gens pourront trouver ça dans vos vies, voire même vous. Moi, depuis que je suis gamin, j'adore l'intelligence artificielle et pendant, l'espace de peut-être 3 4 ans, toutes les semaines, j'allais chercher sur internet, je tapais «intelligence artificielle». Je regardais les news, il y avait aucune news. C'était en 2015-2016. Après, je tapais robot. Après, je voyais un 2 trucs sur robot. Je dis: «Oh, c'est super, il se passe des trucs» et donc depuis que je suis petit, j'aime bien ça et l'IA, c'est devenu très à la mode quand GPT est sorti. Donc au début, bon, j'étais désintéressé et il y a eu une espèce de hype qui s'est lancée au niveau de l'intelligence artificielle et ça a renforcé mon narratif qui me disait que l'intelligence artificielle, c'était génial et du coup, je me suis pris dans le truc au point où j'ai eu une véritable addiction à un moment. Je regardais pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour des news sur l'IA, pour savoir ce qui se passait, parce qu'il se passe plein de trucs dans le monde de l'intelligence artificielle. Forcément, quand tu investis des dizaines, des centaines de milliards dans l'intelligence artificielle, forcément, il se passe des choses. En plus, il y avait les médias qui en parlaient, de la peur et donc en fait, j'avais un terrain, voilà, ce qu'on peut appeler des fois en psychologie ou pour, des personnes qui vont peut-être, switcher et peut-être devenir, par exemple des psychopathes ou, sociopathes. Voilà, j'avais un terrain de prédisposition à ce narratif et donc le fait que, bah, l'IA c'est devenu à la mode, c'est un peu, je me suis dit: «Oh, en fait, ce que je kiffais depuis que j'étais tout petit, où tout le monde s'en fichait, où personne en parlait, c'est devenu, à la mode» et donc ça m'a renforcé mon narratif et je suis tombé dedans, en quelque sorte, pendant près de plusieurs mois où à un moment je me suis dit: «Ah mais en fait, tous les jours, 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, je vais regarder des news par rapport à l'intelligence artificielle. En fait, je suis addict. J'ai une addiction par rapport à ça. J'ai une addiction à la hype. Parce que surtout que les trends, les tendances technologiques et les nouvelles tendances technologiques qui vont être adoptées, c'était le cas pour internet en 2000 et là, c'est le cas pour l'IA. Peu importe qu'on soit dans une bulle, spéculative par rapport aux actions actuellement qui sont super hautes, c'est une hype. Il y a une hype et les cycles technologies sont régis à la hype et moi j'ai on va dire un terrain, une prédisposition à être, assez sensible à la hype vis-à-vis de mon archétype de base et vis-à-vis de mes passions pour l'intelligence artificielle, pour le hardware.
et donc c'est comme ça que je me suis laissé influencer par ça, un petit peu trop. Donc ça vient Mais de ces choses-là. juste J'ai j'aime une théorie. Ah vas-y, tu veux quelque chose d'autre vraiment? Ouais, juste rajouter une petite aparté, rajouter un petit peu de TE, donc le TE, la pensée extravertie, c'est-à-dire des points de référence. Jung aimait beaucoup étudier les personnes qui s'intéressaient à tout ce qui est spiritisme, parler avec l'au-delà, extraterrestre, et cetera. Non pas qu'il y croyait lui-même, mais parce que lui, ce qui le passionnait, c'était la psychologie qu'il y avait derrière une telle hype. Donc là, c'est un petit peu pareil pour Yann avec, l'intelligence artificielle, mais ça peut se retrouver chez plein d'autres personnes avec, des sujets, entre autres, sujets des civilisations disparues, des extraterrestres, et cetera. Donc ce truc de toujours chercher, chercher. Ce qui est intéressant, d'après moi, je pense, quand on est dans ce FOMO d'un truc un peu, un peu fou et où on ne sait pas où ça va, et où on ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est de se poser simplement la question: «Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Qu'est-ce que ça vient révéler de moi?» La réponse sera différente en fonction des individus, parce que c'est quelque chose de vraiment personnel, mais viendra peut-être donner la clé qui fera que même si c'est un domaine qui nous intéresse, on en traitant la dynamique psychologique sous-jacente, on sera moins affecté et moins affaibli par constamment ces news, les avancées et par ce besoin viscéral d'avoir des réponses vis-à-vis d'un sujet ou de l'autre. Voilà pour la petite, aparté. Alors, du coup, j'aimerais, taper du poing sur la table et ajouter quelque chose à cela. Il me semble, c'est mon opinion du coup sur le sujet, mais que la majorité des personnes se retrouveront dans la même catégorie par rapport justement à cette un petit peu cette quête incessante à se porter vers de tels sujets et on est de l'ordre, je dirais un point des mots forts, du superflu, même de la distraction. Parce qu'un sujet passionnant comme ça, qui nous intéresse en plus parce que mystérieux, généralement c'est ça, c'est mystérieux, il y a une hype autour de ça. Ça va être un des meilleurs moyens qu'on va avoir, bien au-delà des séries, bien au-delà des sorties, pour faire en sorte de se distraire par rapport à notre propre connaissance de soi et du monde qui nous entoure. Et ça pour la majorité des personnes qui, plutôt que de consacrer du temps à leur propre travail sur elles-mêmes, préféreront se dédier à une quête, à une cause politique, religieuse, tierce, sorte de ne pas avoir à faire face à leur propre challenge et travailler sur elles-mêmes. Totalement, et pour, mettre ton point en exergue, je du coup, je regardais des news tous les jours et je me suis, bon forcément tu vas sur les sites où il y a des news tous les jours, et un très bon endroit pour ça, c'est un endroit qui s'appelle Reddit. Donc pour, les Français qui ne connaissent pas très bien Reddit, c'est un forum de assez gros, que je pense que c'est peut-être un des plus gros forums du monde, où il y a absolument tous les sujets. Donc ça va de la conspiration à des gens qui font des trucs bizarres, du style vraiment bizarre qu'on a pu voilà, tous les sujets qu'on a pu aborder, c'est-à-dire vraiment tous les sujets qu'on a pu aborder dans ce podcast et les précédents podcasts sont sur Reddit. Voilà, tout. Et donc il y a un plus gros channel par rapport à l'IA. Déjà, il s'appelle, Singularité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la singularité, c'est le moment où, les progrès technologiques vont tellement vite qu'on n'a même pas le temps de se rendre compte des progrès qu'on a faits. C'est quelque chose qui a été développé par Ray Kurzweil, et dans ce Reddit, il y a beaucoup de gens, donc dans le Reddit Singularité, qui parlent de l'IA et qui espèrent que l'IA, donc le fait de pouvoir un jour simuler la conscience humaine, d'avoir les capacités d'un cerveau humain dans un ordinateur, avoir des compétences et des capacités supérieures, permettent de résoudre tous leurs problèmes. C'est-à-dire de plus travailler, d'avoir de l'argent, de soigner toutes les maladies. Et c'est quelque chose que j'ai espéré, que je trouve cool. Tu vois? Par exemple, le fait d'être immortel, d'être heureux, c'est plutôt sympa quand on se le projette, et quand on a une vie, qui est, bah, pas ouf. Sur plus vous avez une vie horrible, plus vous vous projetez positivement sur ce genre de choses. Il y a plein de gens qui sont comme ça.
il y a des posts tous les jours, c'est en mode, quand il y aura, l'intelligence artificielle générale, je travaillerai plus, ce sera génial. J'ai hâte que, blablabla. En fait, c'est l'espoir qu'il se passe un truc et on pourrait, voilà, c'est du même niveau que les gens qui espèrent que, il y a les extraterrestres qui arrivent, pour sauver quoi, pour sauver l'humanité de je ne sais quoi et c'est du même niveau et ce qui est intéressant, c'est que c'est back-up par les progrès, en fait, scientifiques. Donc ça donne un espoir qui est encore plus puissant parce que c'est il y a de la science derrière, il y a du progrès, il se passe des trucs en intelligence artificielle. Donc ouais, vraiment, il y a beaucoup de, c'est un échappatoire en quelque sorte. Donc je suis d'accord avec, toi Rémi. Fort bien, on est d'accord. Donc bon, tout ce qui nous distrait, en tous les cas, c'est toujours la même chose, hein. Ce dont on a le plus peur, c'est ce qu'il faut le plus qu'on fasse. Ce qui veut dire que potentiellement, on va avoir tendance à non, on va avoir tendance à faire des choses qui, en apparence, ont du sens ou alors auxquelles on va accorder du sens, simplement parce que c'est plus pratique, c'est plus convenient pour notre narratif. Forcément, on n'aime pas la dissonance, donc on va rendre la chose assonante, littéralement. Et au travers de ça, faire en sorte de se percer d'illusions pour ne pas avoir à faire ce que l'on sait pertinemment qu'on doit faire, par peur, d'un côté, de l'effort à mettre en place, de l'autre, des résultats positifs qui pourraient en découler. Ce qui est un comportement littéralement d'auto-sabotage. Ce qui m'en fait venir donc à mon sympathique sujet des relations hommes-femmes et du libre arbitre, autosabotage compris, projection compris. A-t-on réellement le choix de notre partenaire ou alors est-ce qu'on se le fait imposer non pas par le partenaire, la partenaire en question, mais bel et bien par la projection qu'on se fait d'elle. Et donc, le fait que nous soyons incapables de nous aimer réellement et profondément, empêchant donc de percevoir réellement et en son ensemble la personne en face de nous. Autre question, est-ce que l'on peut dire que l'on connaît réellement sa partenaire, alors qu'à chaque fois que l'on communique avec elle, lui, on fait en sorte de tout voir, tout comprendre au travers de notre propre prisme de compréhension, l'ego. Question difficile. Déjà, par rapport à la projection, ce qu'on peut en comprendre, c'est, ça va aller de manière positive, de manière négative. Donc, projection positive, ça veut dire attribuer, ou on va dire même amplifier des qualités de la personne, ou alors venir extrapoler par rapport à des potentielles qualités de la personne, simplement à partir d'une première qualité. Ça, il y a un biais cognitif qui est très connu, très populaire par rapport à ça, c'est estimer qu'une personne qui est extrêmement bonne dans un domaine va être naturellement bonne dans d'autres domaines. Voilà. Qui va, malgré tout, qu'on se le dise, avoir des effets positifs à court terme sur la relation, mais très négatifs à long terme. Court terme sur la relation parce que ça va nous permettre de plus nous impliquer avec la personne par volonté d'être au même niveau, entre autres, parce que généralement, c'est une question de l'avoir sur un piédestal. Donc, on est sur notre 31 à chaque fois, constamment. Mais qui d'ailleurs nous fait nous essouffler, bon, vous avez compris. Autre possibilité, la projection négative, où là, c'est venir attribuer des défauts à une personne, ou venir amplifier des traits de caractère qui peuvent être perçus comme positifs ou négatifs, mais les voir vraiment comme négatifs et les amplifier encore plus pour les rendre démoniaques, littéralement. Alors qu'encore une fois, une personne individuellement et dans l'absolu, si on l'observe dans un vide complet, n'est pas fondamentalement bonne ou mauvaise. Elle n'est que de la manière dont on la considère et de notre perspective, forcément. Donc, en comprenant ça, on peut se rendre compte que effectivement, bien au-delà, bien contrairement à ce que l'on peut penser de notre compréhension de l'individu, même lors du premier rendez-vous, on a tendance à se faire une idée de la personne qui n'est pas réellement alignée avec qui elle est. Et dans ce cas-là, la question qu'on pourrait se poser, c'est, mais sachant que ce n'est pas le cas, comment est-ce que je peux faire en sorte de réellement décider de la personne avec qui je me mets en relation amoureuse,
et surtout de comment faire pour que cette personne me plaise réellement. Et non pas que je me retourne après 3 mois, 6 mois, une fois que la période pleine d'étoiles dans les yeux est terminée, à m'en mordre les doigts. Compliqué ou pas. Il s'agira là simplement de travailler sur soi, d'apprendre à s'aimer, parce qu'encore une fois, on ne peut aimer autrui qu'à la hauteur de l'amour qu'on se porte envers soi-même. Encore une fois, tout pointe du doigt la guérison. La guérison, c'est quoi? C'est au-delà de se forger une discipline et de venir créer un cadre propice dans le présent, c'est venir revenir dans le passé, comprendre ses souvenirs et qu'est-ce qui nous a affectés, surtout étant enfant. Parce que, et là on va faire le parallèle, on va tout connecter ensemble, comme un tableau qu'on pourrait avoir avec les petites photos, les petites, comment on appelle ça déjà? Punaises rouges, on tire des traits dans tous les sens, tableau conspirationniste. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de réellement estimer, disposer du libre arbitre, d'une capacité de décision concrète, en pouvant réellement prendre des décisions par rapport à sa propre vie, sans savoir que l'on a des conditionnements opérants et qu'on a des biais cognitifs malgré nous. C'est-à-dire, comment est-ce qu'un individu ignorant, n'ayant pas de connaissance de soi ou alors une faible connaissance de soi, peut réellement estimer prendre des décisions justement? Pas possible. Et même si on parle d'individus qui vont avoir une propension à se connecter à leur intuition, ils vont pouvoir être biaisés justement au travers du filtre de l'ego, par manque de connaissances personnelles. Ce qui me fait donc inférer à la théorie suivante, qui est que même pour pouvoir se connecter naturellement à son intuition et faire en sorte de l'écouter pour pouvoir agir et agir en pleine conscience, donc en fait pour faire confiance à son intuition, il faut se faire confiance à soi-même en réalité. Et pour se faire confiance à soi-même, il faut se connaître. Parce que, et là on pourra être d'accord là-dessus, vous me dites si vous êtes d'accord avec ça en tout cas, on ne peut pas avoir confiance réellement, profondément, inconditionnellement, en quelque chose ou quelqu'un que l'on ne connaît pas réellement. Qu'en dites-vous? Tu parles, là, tu veux mettre en exergue le fait du coup d'avoir, confiance en soi, par rapport au fait de se connaître? Même parfaitement et réellement confiance en autrui, parce qu'on pourrait se dire, oui, on peut faire confiance, on peut accorder notre confiance facilement. La question à se poser, c'est est-ce qu'on accorde une confiance inconditionnelle à un individu facilement? Non. On accorde un certain degré de confiance, il est vrai, mais c'est en toute justesse d'esprit, en réalité, en se connaissant soi-même et en connaissant le fait que l'individu va être sujet à des émotions qui va l'influencer, qu'on va s'accorder justement une marge de manœuvre, une marge d'erreur, on pourrait dire, ce que j'aime à nommer le 94-6, 94% de certitude, 6% de doute, qui est une approche qui a été notamment mentionnée dans le livre Think Again de Adam Grant, que je recommande, qui parle de 3 approches qui sont fondamentalement fautives dans le raisonnement humain du XXIe siècle, même du XXe siècle, l'approche du prêcheur, du prosecutor, donc en gros l'avocat de la défense, non, comment on appelle ça en français? Le procureur, procureur, c'est ça, voilà. Le procureur et le politicien, qui vont prêcher la bonne parole, la voix, rejoignez-nous. Enfin, en fait, c'est ça, c'est écoutez bien. Le procureur qui va attaquer, contredire, et le politicien qui va miner l'autre pour se surélever. Et à chaque fois, on a justement cette absence critique de self-doubt, cette capacité à douter de ce que l'on avance, parce qu'on doit amener de la conviction. Qu'on se soit en tant que prêcheur, que procureur ou que politicien, on doit être empreint de conviction. Et ça passe aussi par là, notamment quand on sait qu'il faut habituellement, pour pouvoir être émotionnant, donc instiller des émotions chez notre public, il faut être émotionné. Il faut montrer des émotions. Donc tout est une question de conviction. L'approche donc qui était préférée, notamment dans ce livre, c'était l'approche scientifique.
plutôt que d'être convaincu à 100% et de laisser aucune marge de doute, garder une part saine, bien sûr, de doute. Et comment des individus, notamment le livre qui donne des exemples par rapport à celui qui était très intéressant, comment est-ce que les individus qui ont un syndrome de l'imposteur de base, qui ont un doute conséquent quant à leur capacité à apporter de la valeur ou faire quelque chose, accomplir quelque chose, alors qu'ils ont les compétences, c'est ça réellement, vont réussir à capitaliser sur leur self-doubt en se faisant confiance au final, en écoutant leur intuition et en étant accompagnés de personnes qui, de toute évidence, disposaient d'un gros NI, pour faire en sorte d'aller chercher ces résultats. Donc là, on peut voir du coup la clé qui nous permet en tout cas d'évoluer sainement et de renforcer notre capacité à disposer du libre arbitre. 3 aspects principaux. Travailler sur notre connaissance de nous-mêmes et revenir sur notre passé, comprendre ce qui nous a forgé, comprendre pourquoi est-ce qu'on est comme on est. Première chose. Deuxième chose, être capable de douter sainement de soi et de ce qu'on avance, ses propres convictions, ses propres connaissances. Laisser une marge de doute. Troisième chose, c'est être entouré des personnes qui sont complémentaires à nous. Donc, si on a tendance à avoir beaucoup trop confiance en soi et à la limite se surestimer, avoir des gens qui sont capables de nous, hop, tirer un petit peu, nous ramener à la réalité. Et si à l'inverse, on a tendance à un peu trop douter de soi, avoir des personnes qui vont nous aider et nous amener à, mais tu peux le faire, bien sûr, tu as les compétences, vas-y, fonce. C'est très bien résumé, ça donne un petit peu le ton de ce qu'on a pu voir et en exergue, ce qui en ressort, c'est plutôt l'aspect que le libre arbitre, c'est pas, binaire on-off, ça existe pas, mais c'est un muscle que l'on va venir travailler et en ayant les bons exercices, le bon matériel, on vient le travailler et donc l'augmenter pour que derrière, à chaque palier que l'on vient franchir, on ait davantage de satisfaction, de fierté et de dopamine soi-même et donc pour être davantage dans un cycle qui nous permet de grandir. Exactement. Ouais, et ce que tu m'as dit, Rémi, aussi, ça m'a fait beaucoup penser du coup à un sujet, que je traite particulièrement en ce moment, personnellement, la théorie des styles d'attachement et que tu connais aussi. C'est vrai qu'il faut se rendre compte qu'on est soumis à tout un tas de, à un attachement qui est lié aux blessures et au conditionnement qu'on a eu dans le passé et que je pense moi de mon côté, tu vois, je le vis en ce moment, le fait de comprendre, qu'en plus de la personnalité, que les gens puissent avoir différentes personnalités, il y a un attachement qui est inhérent, qui est dû au conditionnement et je pourrais même dire, à la domestication qu'ont eu les individus qu'il y a leurs parents et ce qu'ils ont fait avec eux. Quand tu te rends compte de ça, parce que j'ai eu le cas récemment avec, quelqu'un qui a un attachement du style évitant, hem, tu vois, quand cette personne fait des dingueries, enfin, ce que je peux considérer moi de mon côté comme des dingueries, tu vois? Un manque de confiance, latent et qui est visible, je me dis en fait, je le comprends. Je le comprends ce style d'attachement parce que ça a été créé par les parents et aussi le vécu dû à différents traumatismes, trahisons qu'a eu la personne et une grande partie du libre arbitre, comprendre les choses, c'est de comprendre les autres en fait et de se renseigner sur ces choses-là. Parce que, du coup, ça te permet de comprendre l'autre, également te comprendre toi-même et pourquoi, bah, tu peux mal réagir. Je prends par exemple le cas des anxieux, pourquoi tu peux mal réagir à l'abandon, au rejet, et petite cacahuète pour les anxieux. Le fait d'être tout le temps anxieux, c'est-à-dire d'être anxieux à l'idée de ne pas être en couple et quand tu es en couple, tu es encore anxieux. Tu es anxieux et tu as peur d'être abandonné. Tu es tout le temps anxieux. Enfin, c'est pas de chance, hein, parce que ça vient d'un traumatisme. Voilà et pour les évitants, voilà, je jette des cacahuètes à tout le monde. Voilà, tu es évitant, tu as peur de la proximité émotionnelle. Et quand, tu es en couple, voilà, tu as toujours peur de cette proximité émotionnelle. Les gens essaient de se rapprocher, tu les repousses, ils se rapprochent, tu les repousses et qu'est-ce qui se passe à la fin? Bah, ils partent et ils te trahissent parce que tu les repousses. Voilà, donc prenez conscience de ça et de vos attachements et comment ça vous a conditionné. Vous ne serez que plus heureux. Juste Et du Vas-y, vas-y Rémi. une petite parenthèse à ce sujet. Oui, oui, mais attention.
C'est bien d'observer les autres, comment ils réagissent, et comme toute chose, ça peut devenir une distraction. Une distraction qui nous empêche de nous concentrer sur la seule personne que l'on connaîtra ou dont on aura la capacité à connaître en toute profondeur et en totalité, on pourrait dire, en tout cas il y a cette capacité, nous-mêmes. Parce que je connais des individus qui, dans leur volonté de comprendre le monde, effectivement, sont avec autrui. Notamment, ça, je viserai les extravertis, qui ont cette facilité à être constamment avec autrui. Oui, je comprends les autres, je cherche à comprendre, je veux les aider, etc., etc., etc. Mais, comme pour être créatif et faire en sorte de créer une magnifique œuvre d'art, comme celle-ci, il est impératif que de laisser du vide. Et du vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire être par soi-même, seul, prendre le temps de travailler sur soi, de se comprendre, notamment au travers de l'écriture et de la méditation. Pour nuancer le propos, quoi qu'il en soit. Les Ouais, deux sont importants. c'est très bien ce que tu dis, parce qu'hier, j'étais avec cette personne en question qui me disait: «Oui, mais moi, autour de moi, je coach». Enfin, toutes les en fait, je lui donnais une vision, voilà, des conseils. Et cette personne me disait: «Oui, moi, je coach les gens. Tout le monde vient me demander des conseils». Genre, 90 de mes copines viennent me demander des conseils. Moi, je lui ai dit: «Mais qui te mentore?» Elle dit: «Bah», après avoir réfléchi et ce qu'on me dit paix émotionnellement, elle m'a dit: «Bah, toi, en fait». Je fais: «Bah, oui». Il faut, tu peux mentorer les autres et analyser les autres, mais il faut aussi que tu t'analyses toi-même et que tu fasses de l'introspection, c'est important. Petite cacahuète supplémentaire par rapport aux évitants. Une fois qu'ils sont évitants, qu'ils évitent la proximité émotionnelle et qu'ils se font trahir, ils se disent: «Ah! J'aurais dû être encore plus évitant parce que ce que je redoutais est arrivé». Totalement, c'est horrible. C'est horrible, ils ont peur, enfin, souvent la blessure liée à l'évitement, c'est la blessure de trahison et du coup, ils repoussent, les autres et notamment, bah, des anxieux qui recherchent la proximité émotionnelle, ils repoussent et forcément un anxieux, à force de se faire repousser, va dire: «Bah, cette personne ne m'aime pas, donc je vais, bah, donc je» soit le pire du pire qui peut arriver, c'est je vais coucher avec une autre personne et au mieux, ce qui peut arriver, c'est juste, bah, je vais arrêter de lui parler ou je vais l'éviter par peur d'être blessé de nouveau et d'être repoussé et donc la trahir en quelque sorte. Alors pourquoi le pire, c'est coucher avec une autre personne? Je comprends pas par contre. Pourquoi c'est pire? Vraiment, tu comprends pas ou c'est une blague? Comment ça? Bah, non, mais tu comprends pas? Bah, pour un évitant qui a peur d'être trahi, la pire chose que tu peux faire, par exemple, dans une relation de couple, en termes de trahison, c'est de coucher avec une autre personne. Du Pourquoi c'est coup, la pire? personne va dire: «Ah bah, tiens, il m'a Mais trahi». non, non. Est-ce qu'on peut pas dire que l'évitant le mérite? Non, je te parle de J'ai ah compris, oui, oui, mais on mais se il mérite, il mérite. Ça veut dire quoi? Ça veut mais dire que non, non, là on parle attends, je vais préciser mes pensées, là je vais être un peu qu'est-ce je suis que un peu tu as un problème contre, cru. les évitants? Non, non, non. C'est surtout, je viens de lancer mon propos. Là, je parle avant tout d'individus qui sont, complètement ignorants de leur propre personne. En fait, quand je dis mérite, ça veut pas dire en fait, c'est pas vraiment mérité. C'est normal que ça arrive. En fait, c'est que c'est voué à arriver et que tout dépend en fait, c'est tout à la discrétion de l'individu qui est anxieux. C'est-à-dire qu'à quel point est-ce qu'il va saturer par rapport au fait d'avoir une partenaire qui, en fait, le repousse constamment, la repousse constamment, alors que lui essaie de donner son maximum et en fait, est-ce qu'il va être dans un esprit de revanche par rapport à ça en mode: «Bon, bah, puisque j'ai pas mon affection, l'attention avec cette personne-là, je vais la voir ailleurs». Ou alors est-ce qu'il va justement avoir une tendance un peu plus, je dirais douce, c'est en fait peut-être trahir lui-même et donc va clôturer les choses proprement. Ce qu'on observera, c'est que des personnes qui ont été trahies, donc blessures de trahison, étant dans leur enfance principalement, vont être les individus qui donc pourront être anxieux évitants, ça va être déterminé par leur, évolution naturelle dans l'adolescence et la teneur de leur relation à autrui. Donc c'est pas lié directement à la blessure, c'est plus lié à la relation à autrui, en fait et leur facilité, en tout cas, en relation à autrui. Soit aller vers autrui, soit s'en écarter, bref. Hem,
ça va déterminer justement, le fait de surtout, soit avoir vraiment cette peur panique si, évitant, ou alors si anxieux, ça va être justement éviter à tout prix de trahir avant de clôturer les choses, rapidement, efficacement. Ouais, c'est ça. Hier, je me renseignais pas mal sur les évitants. Et tu vois, au Mmh. niveau des évitants aussi, il y a un truc, c'est que il y a une proximité émotionnelle que tu peux avoir. Niveau 1, c'est faire un date. Niveau 2, c'est se mettre en relation. Niveau 3, c'est coucher avec la personne. Niveau 4, c'est emménager ensemble. Et niveau 5, c'est se marier. Niveau 6, c'est avoir des enfants. Et quelqu'un d'évitant, en fait, suivant le niveau d'évitement, va être trigger à un moment sur cet axe, tu vois? Soit ça va être au tout début, juste faire un date. Du coup, ce sera les gens qui auront une vie, enfin qui font jamais de date. Soit ça va arriver au pire moment, genre au moment de se marier ou ou de faire des enfants, la personne va dire non, tu vois? Après des années de relation, non et du coup la personne va rejeter violemment l'autre et donc la réaction de l'anxieux sera, violente, proportionnellement violente à ça, quoi. Bon, si tu te mets avec quelqu'un et tout, que tu projettes d'avoir des enfants et que d'un coup cette personne est évitante et dit non, voilà, si tu t'es projeté pendant des années, la réaction peut être violente, donc ça va aussi dépendre de ces facteurs, quoi. Et potentiellement, il y a quand même peu de chances que ça arrive, en fait, que ce soit vraiment une énorme surprise, sauf si la personne vraiment est complètement clueless. C'est vraiment qu'elle n'a observé aucun signe avant-coureur, alors que normalement une discussion par rapport au fait de vouloir des enfants, c'est quelque chose Oui, qui se fait, assez rapidement pour être au clair, tu vois? Enfin, je te donne un exemple. Moi, dans le cadre de mon dating, de ma dating, life, c'est quelque chose que je couvre habituellement, même dès le premier ou le second rendez-vous. Heu, pour te dire à quel point après effectivement, donc la grande différence, c'est ça, c'est que ça, c'est un sujet que je maîtrise et que la majorité des individus, en sont ignorants. bah, oui, mais surtout un anxieux qui va rechercher à fond la validation, qui va être en dépendance affective vis-à-vis de l'évitant, mais il va pas Mais pas forcément se f rendre compte et surtout que, tu vois, genre en travaillant sur ça, quand j'ai un trigger émotionnel, maintenant j'essaie d'en parler. Alors qu'un mmh. anxieux, normalement, quand il a un trigger émotionnel, il va pas en parler. Il va garder ça pour lui, il va juste, rechercher, en fait, Mmh, se rapprocher tout le temps. Il va pas ouvrir le sujet de pas ses d'accord, triggers. je suis pas d'accord. Je suis Ouais, pas j'ai pas eu d'accord. la même expérience avec d'autres personnes. Mais Vas-y, non, mais enfin, dis-moi. je te dis, j'ai été anxieux et pourtant à chaque fois, je voulais impérativement parler de ce qui m'a trigger, tu vois? Donc c'est pas par rapport à anxieux, ne veut pas parler de son trigger. À mon sens, c'est plus une question, de sensibilité individuelle et aussi de positionnement cognitif et donc du coup de prédisposition à vouloir s'ouvrir à l'autre, notamment par rapport au trigger. Je ne sais pas si c'est vraiment lié à intro ou extra, heu, directement. Ça m'a l'air possible, potentiellement. J'ai vraiment l'impression que un extraverti va avoir plus facilité en tant qu'anxieux, je parle, à exprimer justement son appréhension, ses craintes, et cetera. Ah mais non, non, j'ai un contre-exemple, j'ai un contre-exemple. Après, c'était un contre-exemple un peu plus particulier, c'est un ESTJ masculin, un homme ESTJ, Ouais, donc un petit gros peu, TE. énergie un peu féminine avec, une ISTP. Ouh. Si tu vois à qui je fais Évitante? référence? Ah, c'est une ISTP que tu connais. Genre, on OK, me dit donc pas de anxieuse ou désorganisée. OK. plutôt ouais, en fait, c'est compliqué à dire. Non, non, plutôt peut-être évitante et par contre Désorganisée plutôt, les 2. un peu compliqué à dire. Mais du coup, le STJ en OK. question, anxieux, mais à la fois absolument pas communicatif sur, ses problématiques et cetera, à se renfermer, à garder des secrets et cetera. Donc donc non, peut-être pas par rapport à extraverti. Donc c'est compliqué à dire. Effectivement, ça vaudrait OK. le coup d'y Intuitivement, réfléchir. ouais, c'est pas le sujet du jour, mais intuitivement, j'aurais tendance à dire que les évitants, tout comme les anxieux, enfin, là, on parlait des anxieux, ont pas tendance à communiquer vis-à-vis de leur en fait, parce qu'en fait, Oui, si tu communiques vis-à-vis de ton trigger émotionnel, en fait, tu es sur la voie d'un style d'attachement ouais. sécurisé, si tu t'en rends Ouais, compte ouais. et du coup, je dirais qu'ils ont pas tendance à communiquer ou
Souvent, tu vois? Mais après, ça demande aussi une question de certaine maturité. Déjà, la Mmh. maturité émotionnelle par rapport à sa propre capacité à être à l'aise avec et maturité dans sa volonté de guérir. Parce qu'une C'est ça. personne qui est extrêmement, parce que qu'est-ce qui va faire qu'une personne va en parler ou pas? Ça va être la peur et le degré, de 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 son niveau de détente vis-à-vis d'être vulnérable à l'autre ou par rapport à soi-même, en acceptant qu'on ressent certaines choses, qu'on a certains triggers, qu'on a certains besoins ou pas. Mais plus on se sent sécure par rapport au fait de l'exprimer, plus on va venir l'exprimer, donc le guérir, l'avancer. Donc c'est pour le coup plutôt une question de maturité, Mmh. C'est vrai. d'après moi. Non, ça paraît très cohérent, effectivement. Et c'est vrai que plus tu as de difficultés à te rendre vulnérable, plus c'est compliqué pour toi d'office de faire part de cette rigueur et donc d'amener la relation à un niveau, en fait, à rendre la relation saine dans l'absolu et à amener la relation à des niveaux plus élevés de maturité dans son ensemble. Donc c'est la maturité individuelle détermine la maturité du couple. Ça me paraît être, ouais, une évidence, ouais. Ah, c'est intéressant. OK. Bon, on a déjà, couvert quand même beaucoup de choses et c'est cool. On a parlé d'un de mes sujets préférés, le cannibalisme. Quel plaisir. Parce que je le répète souvent, mais c'est un sujet que j'aborde en premier date, très naturellement, pour tester un petit peu l'ouverture d'esprit de la personne en face. Voilà, je Pour voir où est-ce qu'elle est positionnée sur la fenêtre d'Overton et est-ce qu'elle va être prête à acheter des compléments alimentaires ou pas. tout simplement pour promouvoir ma marque de compléments alimentaires à base de chair humaine, bien sûr. D'enfants, d'enfants coréens. Et oui, pour ceux qui ont la référence, encore une fois, rappelez-vous, si vous voulez savoir de qui dispose du pouvoir, posez-vous la question de qui on ne peut pas parler. L'astre noir, Saturne. Est-ce que ouais, non, non, j'allais rien dire. Est-ce que vous auriez donc chacun, comme, d'habitude, une petite, ressource à partager, à donner, en plus du merveilleux contenu qui est, distillé et donné avec grand plaisir à nos auditeurs et à nos auditrices. Un livre, alors ouais, pourquoi pas aujourd'hui un livre, voilà, classique, un film, plutôt film que série et on va dire une œuvre, une œuvre quelconque. Œuvre dans le sens, musique, tableau, n'importe quoi. Pour inspirer. Du coup, j'ai une question, est-ce qu'il était là ou est-ce que c'est toi qui l'as fait? Ni l'un ni l'autre. Tu l'as acheté? FI inconnu. Non, non, non. Comprendra qui pourra. Je n'en dirai pas plus. J'ai compris. Bah oui, Je n'ai pas compris et j'accepte de ne pas avoir compris. tu comprendras, plus tard, je le dirai. OK. Alors, Yann, est-ce que tu aurais une ressource livre, une ressource, on va dire, film ou allez, série ou animé et une œuvre qui t'a touché, qui t'a marqué, que tu aimes bien? Mmh. Alors je te dirais, c'est vrai que c'est un sujet que je maîtrise, moins que d'autres sujets, donc je te dirais, livre, là c'est marrant parce que hier, j'ai commencé à réécouter en livre audio les 4 accords Toltec. Livre que j'avais lu il y a de ça peut-être 8 ou 9 ans. Bizarrement, je l'avais lu, donc quand j'avais peut-être, je crois que c'était quand j'étais en seconde ou en première, je l'avais lu. Bizarrement, je me sentais bien après l'avoir lu et donc là, je l'ai réécouté avec, beaucoup plus de maturité et je trouve que ça touche particulièrement au sujet auquel je suis en train de toucher actuellement dans ma vie et qu'on touche dans les podcasts. Donc je peux recommander à tout le monde de le relire pour ceux qui l'ont déjà lu, parce que c'est un livre quand même assez connu ou, le lire parce que pour ceux qui ne l'ont jamais lu, parce que ça parle des conditionnements. Au début du livre, il parle vraiment des conditionnements social et donc de pourquoi vous réagissez comme ça en tant qu'individu par rapport à votre conditionnement. Il parle de la peur, un sujet qu'on n'a pas beaucoup traité, mais qui sont et souvent je trouve que c'est un des sujets fondamentaux et quand un livre traite le sujet de la peur et du conditionnement à la peur, souvent c'est un bon livre. Parce que ça revient à beaucoup de choses et beaucoup de conditionnement humain, parce que le conditionnement humain, il réagit souvent par la peur. Donc je peux recommander de le lire. Hem,
donc les 4 accords Toltec. Hem, je t'avoue niveau, film, cinéma, Celui que tu as vu j'ai pas dernièrement? forcément, je pourrais recommander, alors c'est vraiment du divertissement, mais c'est lié au destin et je trouve que c'est un très beau, une très belle série. C'est, The Last Kingdom, Le Dernier Royaume, avec, un personnage qui s'appelle, Uhtred. Donc c'est une série un peu médiévale et c'est vraiment lié en fait le destin de ce personnage, le personnage principal, est vraiment relié au destin et il va être soumis un peu aux acabis, de son côté au fil des saisons, au point où des fois il est complètement, voilà, il s'avère, complètement soumis au destin pour après revenir à la fin de la série sur son propre destin, son chemin. Donc c'est vraiment une très belle série que je peux recommander, qui m'a beaucoup inspiré quand je l'ai fini. C'est une série en plusieurs saisons. Donc voilà ce que je pourrais recommander. Niveau autre œuvre, j'ai pas forcément d'inspiration. Donc je recommanderais cette série The Last Kingdom et Les 4 accords Toltec. Pour de l'inspiration, une inspiration certaine par rapport à énormément de choses, je dirais Matnawi, La quête de l'absolu, livre 1 à 3 de Rumi, qui était donc un poète perse, au-delà, avant l'avènement de l'Iran, un poète perse musulman, soufi précisément, qui, euh, qui donc a fait un recueil de poèmes énorme, immense, qui décrit différentes scènes d'été, donc qui viendra abreuver votre besoin de mythe. C'est tout ce que je dirais. Donc très pertinent et juste trouver une page du livre, en lire une fois de temps en temps, ça fait largement l'affaire. Pas besoin de le dévorer comme ça. Donc je dirais pas mal. Au-delà de ça, œuvre cinématographique un peu compliquée parce que je ne consomme pas de contenu vidéo si ce n'est des vidéos YouTube, euh, aspect psychologie et autres. Donc pas de recommandation. Si vous voulez voir des choses horribles, je vous recommande A Serbian Film, qui est vraiment horrible. Vous pouvez regarder la bande-annonce, il est horrible. Pas d'autres recommandations, malheureusement. Il est horrible. Il est horrible. Je peux pas dire autre chose dessus. Si une personne va le voir, mettez en commentaire, l'émotion les émotions que vous avez ressenties. Ouais, horrible. Voilà. Et en termes d'autres œuvres, je sais, je sais. Une recommandation musicale pour nos chers amis, je vous recommanderais d'aller observer les œuvres musicales, notamment de Rachmaninov. Rachmanino2F. Comme ça. Rachmaninov, on pourrait dire en français, compositeur russe du 19e-20e siècle, euh, qui est extrêmement célèbre et dont je trouve le style, bon, très difficile à jouer au piano, ça, on s'y accorde, mais extrêmement sympathique à entendre. Voilà. Romain, tu n'y échapperas pas. Quelles sont tes œuvres? OK, merci pour ces partages. Alors effectivement, j'ai posé la question en me piégeant moi-même parce que, alors déjà, livre que je relis en ce moment, Antifragile, Nassim Nicolas Taleb. C'est le genre de livre, qu'on lit, une fois par an. Pas forcément en entier, mais des passages. En film, alors, je dirais, heu, Les Tontons Flingueurs. Alors, c'est du divertissement bien sûr, mais c'est un divertissement quand même, inspirant, sympathique, rigolo. Les dialogues sont de Michel Audiard, donc forcément que ça va être des très bons dialogues, dignes, presque de la littérature. Et en œuvre, qui est extrêmement beau à voir, un tableau qui est pas spécialement connu, mais qui est très bien fait. Fort bien. Bon, messieurs, encore une fois, comme d'habitude, merci pour votre participation active par rapport à ce sujet terrible.
Terrible sujet. Et pas terrible en anglais. Et quoi qu'il en soit, on se retrouvera dans la prochaine édition pour parler d'autres sujets dramatiques. Peut-être, pourquoi pas, de la culture du viol. Ça me paraît être un sujet le plus, le plus intéressant. Un sujet tabou, en tout cas. Tabou. Tabou. Encore une fois, rappelons-nous, ceux qui disposent du pouvoir sont ceux dont on ne peut pas parler. Et quels sont les sujets dont on ne peut pas parler? Le viol et la pédophilie. C'est peut-être que certaines élites ont des tendances à avoir oublié certaines morales et des pulsions archaïques qui ressortent. Pour finir sur une note plus douce, moi j'ai trouvé le sujet très cool, absolument pas terrible, c'était sympathique. Et voilà. Je ferai en sorte de donner des bonnes émotions et que ce soit doux, peu importe si on parle d'un sujet dur. Voilà, au revoir. Messieurs, au revoir.